ne s'en était jamais caché. C'était un passionné de cinéma japonais. Ah, il a découvert Kurosawa. Je crois que son premier choc, ça a été les films de Kurosawa. Il a découvert Kurosawa, il a découvert Masaki Kobayashi, il a découvert Hiroshi Nagaki, il a découvert Kinji Misumi. La personne qui m'a vraiment révélé énormément de choses sur la passion de John Milius pour le cinéma japonais, c'était un cinéaste japonais qui s'appelle Masato Harada. Et que j'avais interviewé il y a très très longtemps, j'ai fait une interview de 2 heures, et avant d'être cinéaste, Masato Harada en fait était journaliste pour Kinema Junpo, qui était en fait la revue phare du cinéma au Japon. Et il était allé à Los Angeles pour pouvoir en fait se rapprocher de Howard Hawks, qui est devenu son mentor. Et en fait, il s'est retrouvé à traîner avec cette bande de cinéphiles qui étaient sur le point de percer au cinéma. Et c'était Milius, Schrader, De Palma, Scorsese, etc., etc. Et Masato Harada me racontait que lorsqu'il avait rencontré John Milius, en plus de ça, était super, un japonais, je vais enfin pouvoir parler cinéma japonais avec lui. Et Masato Harada me disait que il était déjà étonné justement que quelqu'un puisse parler de cinéma japonais, mais surtout en étant aussi érudit. Et il m'avait précisé que Milius était beaucoup plus érudit en cinéma japonais que Paul Schrader ne l'a été. Et là où il a été vraiment bluffé, c'était quand Milius lui parlait de toutes les spécificités des sabres qui étaient utilisés par les personnages d'Akira Kurosawa. Et là, Masato Harada n'arrivait pas à le croire. Il disait, putain, moi je ne sais pas. Et j'ai en face de moi un gars qui est vraiment un personnage et qui me sort justement toutes les spécificités, mais d'un sabre. Il avait quel âge, John Milius? Milius, c'était... Oh, Dieu, il avait la vingtaine, Milius. C'était vraiment... C'était ses débuts. Et ça avait justement... Masato Harada me disait, on ne pouvait pas ne pas tomber sous son charme, mais surtout, on ne pouvait pas ne pas être impressionné par le bonhomme. Et lorsqu'il avait vu... Il me disait qu'au fil de sa carrière, il était vraiment... Genre, il allait être surprise en surprise. Et quand il a vu Conan, il me disait... La scène, le générique, justement... On voit William Smith forger le sabre, etc. C'était un retour en arrière et il avait des souvenirs justement de Milius qui s'extasiait sur les sabres utilisés dans les films d'Akira Kurosawa. C'est un cinéphile curieux, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui allait s'aventurer par exemple dans les salles discrètes qui n'étaient pas vraiment connues du grand public, mais qui avaient justement des bobines de films qui étaient... Aujourd'hui, on prend pour acquis, justement, de pouvoir voir tel ou tel film. À l'époque, il fallait vraiment le vouloir. Et Milius, il faisait cet effort-là. Et surtout, c'est les deux cinéphiles, vraiment, de la bande, c'est-à-dire c'était ceux qui voyaient vraiment les films pour tout le monde, et puis ensuite, ils disaient à un tel ou un tel, va voir tel film, c'était Milius et Scorsese. Oui, et Scorsese l'est toujours, d'ailleurs. Scorsese a toujours été proche de Milius, il adorait Milius par rapport à ça. Puis surtout, ce qu'il aimait avec Milius, c'est qu'il avait ce caractère vraiment emphatique que même Scorsese enviait. De quoi? Un passionné, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire quand il parlait, il racontait justement, quand ils avaient vu certains films ensemble, il disait qu'il l'entendait, genre voilà, Milius était le premier à se lever, à se tourner vers eux, et il disait qu'il avait un côté vraiment patton en disant « Vous avez vu ça? Ben voilà, c'est ce que l'on doit faire plus tard. » C'est Milius. Un avant-gardiste, alors. Enfin, avant-gardiste, oui, non, disons qu'en fait, lui, ce qu'il a fait, c'était... ça aussi, c'était quelque chose de particulier, de propre à Milius, plus qu'aucun autre cinéaste. C'est que Milius, en fait, n'a jamais cherché à s'émanciper de ses héros. Contrairement à d'autres, qui, eux, étaient vraiment dans la constante évolution. Bon, maintenant, il y a eu tel cinéaste, maintenant, notre but, c'est de pouvoir dépasser, c'est de pouvoir aller au-delà. Milius, non, Milius, en fait, il a toujours été très fier, justement, d'appartenir, d'être, en fait, tributaire, si tu veux, du patrimoine du cinéma américain tel qu'il avait été justement défini par John Ford, par Howard Hawks, etc., etc. Lui, il le disait ouvertement, il disait non, moi ce que je voulais faire, c'était de continuer de faire des films comme John Ford les faisait, comme Howard Hawks les faisait, comme Raoul Walsh les faisait. D'autres, eux, voulaient justement explorer d'autres sentiers, ils voulaient vraiment aller ailleurs. Milius, c'était non, moi je veux continuer justement je veux continuer à perpétuer ces traditions. En fait, à travers ces films, on voit beaucoup le respect des traditions. Absolument. C'est-à-dire donc tous les films qu'il a écrits ou réalisés,
il respecte les traditions, il respecte les personnages héroïques, les Roosevelt, etc. Et c'est très très important pour lui. Et on le voit, Conan, il va essayer de respecter l'œuvre d'Howard. Il y a vraiment cette importance. Et puis, ce que les Américains appellent l'Americana, c'est-à-dire l'esprit américain, la culture américaine populaire, la nostalgie, c'était un petit peu mieux avant. Il est on le voit dans Big Wednesday. On voit l'évolution, c'était mieux avant. Tous les films de Milius, en fait, sont tous empreints d'une nostalgie, d'une mélancolie. Vraiment. Exactement comme Sam Peckinpah. C'est pour ça aussi qu'il était très proche de Sam Peckinpah, et c'est pour ça, en fait, que La Horde sauvage a été une grande influence dans sa carrière. Et il le disait, Milius aimait beaucoup se définir comme quelqu'un qui appartenait à un monde qui était mort avant qu'il soit né. Ouais. C'était ce qu'il disait. Et difficile de faire plus mélancolique et nostalgique que La Horde sauvage. Ouais. En fait, si je comprends bien, Milius, c'est quelqu'un qui ne se mettait pas en avant et qui s'inspirait, entre guillemets, inspiration, du cinéma japonais et du grand cinéma américain. J'ai envie de dire du grand cinéma, c'est-à-dire le cinéma japonais, il y a toujours eu en fait une proximité avec le cinéma japonais parce que déjà on parle de tradition, on parle de respect, on parle d'honneur, on parle de valeurs en fait qui pour lui étaient désuètes en fait dans les années 60 parce qu'on était dans la rébellion. Voilà. Lui, au contraire, c'était, je suis désolé, Milius le disait lui-même, non, moi ma colonne vertébrale n'a pas de prix, je refuse de ressembler à un mollusque. C'était Milius. C'était vraiment, il était toujours en contradiction avec ce qui l'entourait. Par exemple, c'est comme ça qu'il avait trouvé le titre d'Apocalypse Now. Quand il avait vu justement, c'était un surfeur. Plus de ça, il surfait des spots, mais qui étaient absolument déments, que ce soit Santa Monica, Venice, Hermosa Beach, etc., etc. Et il avait vu justement un surfeur qui avait un Paradise Now avec avec un sigle Peace and Love. Et il l'a trouvé, Nirvana Now. Il avait marqué Apocalypse Now et il avait détourné le Peace and Love en le transformant en B52. Il n'y a que Milius en plus de ça. Voilà la créativité du bonhomme. Il y a un truc qui, en revoyant tout ce qu'il a fait, réalisé, tout ce qu'il a écrit, moi, ce qui me marque chez Milius, c'est qu'on a l'impression qu'il est plus important que sa propre carrière. C'est-à-dire que l'influence qu'il a eue sur le cinéma américain, c'est-à-dire la décade prodigieuse, on va dire 70 jusqu'à 80, 85, etc., toute l'influence qu'il a eue avec ses amis est plus importante que finalement les films qu'il a faits, qui sont certains des chefs-d'œuvre. Parce que c'est un personnage, c'est surtout ça. C'est-à-dire, d'autres de ses pairs PIRS sont cinéastes, sont scénaristes, etc. Milius est l'un des rares qui peut se définir avant tout comme un personnage. Ouais. C'est-à-dire, la personnalité du bonhomme, elle précède ses films. C'est-à-dire, quand on dit un film de Milius, voilà quoi, c'est-à-dire, ça veut tout dire. C'est-à-dire, quand on dit un film de Scorsese, on est toujours curieux, qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Mais quand on dit c'est un film, Milius va faire un film, on sait déjà, voilà, la personnalité du bonhomme est telle qu'elle va précéder ses films. Et puis elle va nous aider, enfin, c'est pas qu'elle nous aide, mais on cerne déjà justement ce qu'il va faire. Et encore une fois, quand on dit qu'il est... il n'y a jamais eu de mauvaise surprise en regardant un film de Milius. On sait toujours ce que l'on va voir. Ouais. Il y a de la nostalgie, il y a des armes, il y a des cigares, il y a la notion de conquête, absolument, la notion de perdre son trône. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que ça fait partie en fait du schéma narratif classique, c'est-à-dire c'était ce qu'il disait par rapport à Conan. Voilà, quand il disait par rapport à Conan, il disait non, moi je veux gagner mon royaume, je veux le mériter, je ne veux pas en hériter, je ne veux pas qu'il me soit acquis. C'était ça justement qu'il aimait chez Conan. Il y avait aussi, et puis surtout, n'oublions pas sa passion pour l'histoire. C'est un historien érudit, et vraiment. Mais par exemple, oui, vas-y. À toute l'histoire. Toute l'histoire, mais déjà, il s'intéresse. Quel pays par exemple, c'est-à-dire, Milius, on ne le dit pas assez, il a une passion particulière pour l'histoire du monde arabe. Ah, d'accord. Wind and the Lion, on le voit clairement. Voilà. Wind and the Lion, absolument, mais pas que ça. C'est, par exemple, Milius était, quand il parle justement du personnage d'Ahmed Rassouli, qui était le personnage
qui est de Sean Connery, il était passionné par ce personnage-là, qui était en fait une espèce de personnage, mais qui fait partie de l'histoire du Maroc. C'est en fait un personnage que l'on peut comparer à un véritable Robin des Bois, alors que c'était un bandit de haut vol, c'était un pirate, etc. Milius, par exemple, s'intéressait, les fois où il parlait justement de l'histoire du monde arabe, mais à travers justement ses guerriers, Milius, on parlait toujours avec le plus profond respect. Il parle par exemple d'Abdelkrim, Abdelkrim qui a été le résistant du Rif, qui a été celui qui avait repoussé justement les colons français et espagnols au début du XXe siècle, et qui était celui justement qui était arrivé à tuer Rassouli, oui, le personnage de Sean Connery. Il était aussi justement impressionné par un personnage comme l'émir Abdelkader, qui était justement le résistant algérien qui avait lutté contre les colons français. Et il était vraiment, mais plein de respect par rapport au bonhomme, parce qu'en plus, il avait eu droit vraiment mais au respect vraiment de personnalités incroyables comme Abraham Lincoln. Abraham Lincoln était totale admiration devant l'émir Abdelkader, tel point qu'il lui avait offert justement 2 Colts. Ah oui. Vraiment. Parce que l'émir Abdelkader avait une grandeur d'âme. C'était ce que Milius disait quand il parlait justement de personnages comme Rassouli, Abdelkrim, etc., etc. Il disait justement que ces guerriers, en fait, avaient un profond respect de la vie humaine. Et il parlait justement de l'émir Abdelkader qui, lui, malgré le fait c'était un résistant, il protégeait justement ses prisonniers de guerre. Il ne les maltraitait pas. Et surtout, il se portait justement comme étant le protecteur justement de la communauté chrétienne en Algérie. C'est pas rien. On est à l'opposé justement de l'image que l'on véhicule aujourd'hui sur les chefs de guerre arabes sanguinaires, etc., etc. Il était passionné par ces personnages-là. Il était passionné justement par Nasr ad-Din, Saladin, ce qu'on appelait Salah ad-Din. Il était passionné par ce personnage-là. Et quand on écoute le commentaire audio du Lion et le Vent, c'est incroyable. C'est-à-dire cette connaissance vraiment érudite de l'histoire justement guerrière du monde arabe, c'est incroyable. Puis, n'oublions pas une chose, ce n'est pas un hasard aussi s'il est devenu aussi un fan. Enfin, c'est-à-dire Milius disait par exemple que s'il devait choisir un film à emmener sur une île déserte, il s'était surpris justement à ne pas choisir un western, ou un film de gangster, ou un film d'aventure. Il avait dit que ce serait la bataille d'Alger, Gillo Pontecorvo. Ah ouais. Et le film a eu une profonde influence dans sa carrière. Et c'est ça aussi qui fait que Milius a été très apprécié aussi dans le monde arabe. Par exemple, l'un des films en Algérie qui a eu le plus de succès, c'était L'Aube Rouge.